Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouvel oracle. Alors, oracle que j'ai appelé le mythologique oracle. Alors pour vous raconter la petite histoire, pendant que j'étais en train de créer mon painting tarot que j'ai fait juste avant, et d'ailleurs c'est le même format, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de peintures célèbres qui étaient, d'ailleurs en dos de deck, voilà, la Vénus, la naissance de Vénus de Botticelli. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de peintures célèbres pendant que je faisais cet oracle qui étaient des représentations de la mythologie grecque ou romaine. Et du coup, je me suis dit, putain, mais ce serait génial de faire un oracle sur la mythologie. Alors du coup, c'est pour ça que j'ai fait cet oracle sur la mythologie. Donc ce sont des œuvres de peinture plus ou moins célèbres, en tout cas des peintures dans le domaine public, puisque les auteurs sont morts depuis plus de 70 ans. Donc quand un auteur, un peintre, un artiste, un auteur, quel qu'il soit, est mort depuis plus de 70 ans, ces œuvres tombent, comme on dit, tombent dans le domaine public et donc on peut les utiliser. Il n'y a plus de droit d'auteur légitime sur les œuvres. Donc tout le monde aurait pu faire cet oracle, mais bon, c'est moi qui l'ai fait, voilà. Enfin bref. Alors au départ, j'ai commencé donc à compiler un petit peu des personnages et des créatures de la mythologie, et puis c'est un peu parti dans tous les sens parce que bon, il y avait de la mythologie grecque, de la mythologie romaine, qui est semblablement pareil, et puis il y avait aussi la mythologie nordique, voilà, des sirènes, des elfes, des lutins. Il y avait même des personnages de la mythologie chrétienne, Adam, Ève. Bon, ça partait dans tous les sens. Alors j'ai cadré en faisant uniquement la mythologie grecque et romaine, essentiellement grecque, mais il y a quelques personnages dont j'ai gardé le nom romain puisque le nom romain était peut-être plus connu. Voilà, mais c'est pour vraiment très peu de personnages et de créatures, sinon essentiellement c'est le nom grec. Alors je vais vous le présenter. Donc c'est un jeu de cartes donc en format 6,5 cm de largeur sur 10 cm de haut. C'est la taille de mon painting tarot et de mon tarot l'oracle qui sont relativement petits. Les cartes, je les ai imprimées là aussi en non pelliculé comme le painting tarot. Finalement, à l'usage, j'avais dit que peut-être je l'aurais imprimé en version pelliculée. En fait, il s'abîme pas du tout en version non pelliculée. Et c'est léger, ça saute très bien. Donc du coup, je l'ai gardé comme ça et je l'ai imprimé. J'ai imprimé ce mythologique oracle dans le même papier. Parce que en pelliculé, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Les cartes sont plus lourdes. Là, il y a quand même 85 cartes dans le jeu. J'ai pas réussi à faire moins de cartes. Il y avait trop de personnages. J'avais envie vraiment d'en mettre un maximum. Et en pelliculé, les cartes sont plus épaisses, donc ça fait un plus gros paquet. Donc voilà. Du coup, je vais vous présenter toutes les cartes. Le jeu est vendu avec un livret d'interprétation que j'ai mis. C'est ce qui m'a pris peut-être le plus de temps à faire. Que je vous enverrai en PDF. Je n'imprime pas le livret. Là aussi, question de budget. Encore une fois, c'est de l'auto-édition. C'est pas comme quand vous achetez un jeu à la Fnac qui est imprimé à minimum 4000 exemplaires, qui est imprimé en Chine, et il faut payer tous les gars de Fnac, Ramps ou j'en sais rien, ou de Cultura, ou bref. Donc voilà, du coup, c'est du local, quoi. Et donc, pas de livret imprimé en papier parce que question budget, quoi. Donc, PDF qui vous sera envoyé de 38 pages. 38 pages. Alors, pour chaque œuvre, je vous expliquerai, mais en gros, vous aurez euh, le nom du personnage concerné en grec et en romain. Et s'il existe, parce qu'il y a des personnages où il n'y a pas forcément
c'est pas forcément l'adaptation romaine. La mythologie grecque était avant la mythologie romaine, il me semble. C'est ce qui a découlé, hein, la mythologie romaine de la mythologie grecque. Et puis pour chaque œuvre, bien sûr, le nom de l'œuvre, l'auteur, la date de l'œuvre, la date de naissance, et puis pour chaque personnage, un peu son histoire racontée dans les aspects positifs du personnage et les aspects négatifs. Bref, je vous raconterai, je vous expliquerai. Alors, je vais vous présenter d'abord le jeu, carte par carte, et ensuite je ferai plusieurs tirages pour vous montrer comment on peut l'utiliser. Voilà. Alors c'est parti, donc déjà je vous présente le dos de deck. Donc le dos de deck, alors la peinture, alors j'ai l'ordi à côté parce que je connais pas tout par cœur évidemment, parce que 85 cartes, je peux me rappeler maintenant, je suis un peu incollable sur la mythologie grecque et romaine du coup, vu que j'ai dû synthétiser toutes les histoires, toutes les légendes de tous les personnages, mais je connais pas les œuvres par cœur. Donc, le dos de deck, c'est la peinture Muse sur Pégase de Odilon Redon, une peinture du symbolisme de 1900, un peintre français. Voilà, je trouvais ça beau et je trouvais ça justement symbolique, comme le nom du mouvement l'indique. Alors, on va commencer. Donc, je vais vous présenter, j'ai classifié les divinités. Alors, on commence par les divinités primordiales. La première divinité, donc, Chaos ou Abîme, c'est l'espace préexistant à toute chose. Là, en l'occurrence, la peinture, c'est Chaos the Genesis de Ivan Aivazovsky, un russe, une peinture de 1841. Et donc le chaos, c'est le chaos, c'est ce qu'il y a avant toute chose. C'est une divinité primordiale, c'est la première des divinités primordiales. Ensuite, le chaos donne naissance à plusieurs divinités primordiales. D'abord, Gaïa. Gaïa ou Tellus Mater ou G, c'est la Terre. La déesse de la Terre, c'est une peinture dont Gaïa, la peinture s'appelle Gaïa, de Anselm Feuerbach, un peintre allemand de 1875. Et donc, la Gaïa représente la Terre, c'est la Terre qui est personnifiée, c'est aussi une divinité, la première divinité qui possède le pouvoir de divination et qui engendre de nombreux descendants, beaucoup de créatures. Ensuite, on a Eros. Eros qui est le dieu de l'amour. Alors, il y a deux dieux de l'amour dans le jeu. Il y a Eros et il y a Cupidon. Dans la mythologie romaine, c'est la même chose, mais dans la mythologie grecque, c'est différent. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais je vous expliquerai. Mais en gros, il y a deux amours comme il y a deux Aphrodites. Bref, peu importe. Un petit peu compliqué à vous expliquer, je vous expliquerai après. Mais en gros, Eros est le dieu de l'amour. C'est l'amour entre tous les êtres. C'est l'amour qui unit deux moitiés. C'est l'amour qui est à l'origine de la création. C'est l'amour de la beauté, c'est un dieu très puissant. C'est une divinité primordiale aussi. Alors ensuite, on a Nyx. Alors, je vous ai pas donné le nom, mais la peinture, c'est L'amour à l'affût de William Adolphe Bouguereau, un peintre français de 1890. C'est de l'académisme. Ensuite, on a Nyx, pareil, de Bouguereau également, La nuit de Bouguereau, un peintre donc français, toujours le même, une peinture de 1883. Alors Nyx, c'est la déesse de la nuit. C'est une divinité primordiale également, c'est la sœur donc de Gaïa, Eros, et je vais vous présenter après Tartare et Éreb, et donc c'est la déesse de la nuit tout simplement, de l'obscurité. Alors ensuite, on a Éreb, le dieu des ténèbres. C'est aussi une divinité primordiale, c'est l'époux de la nuit notamment, et c'est les ténèbres personnifiées.
C'est l'endroit où vont les personnes, les dormeurs dans leur sommeil. C'est une région des enfers, en fait, proche de la surface. C'est là où vont les morts. Et ensuite, Tartare. Donc, Éreb, je ne vous ai pas donné. C'était une peinture Les Enfers de François de Nomé, un peintre français également de 1622. Ensuite, Tartare, le dieu des abysses et des enfers, c'est la prison en fait. C'est la prison où vont tous les criminels, et puis il y a également à un moment donné les géants qui sont envoyés, les cyclopes, etc. C'est une peinture, c'est la chute des géants de Jacob Jordaens, un peintre français de 1636. Ça représente donc la prison où vont toutes les personnes pour subir leur châtiment, le Tartare. Alors ensuite, on a Héméra, la déesse du jour. C'est la déesse du jour personnifiée, la lumière terrestre. C'est à dissocier du soleil. Voilà, la peinture, c'est Héméra de Bouguereau, toujours. Une peinture de 1883. Ensuite, on a Ouranos ou Uranus. Donc Uranus, c'est une des premières fois où j'ai commencé à mettre les noms. Ah non, il y avait Eros ou Amour et Gaïa, Tellus Mater ou Chaos ou Abîme, mais on a les noms, donc j'ai précisé le nom romain, donc c'est Uranus, et puis le nom grec, c'est Ouranos. C'est le dieu du ciel étoilé. La peinture, c'est Uranus et la danse des étoiles de Carl Friedrich Schinkel, je sais pas comment on dit, Schinkel. Une peinture de ce peintre prussien de 1834. Ouranos, le dieu du ciel étoilé. Donc en fait, c'est celui qui fait pleuvoir la pluie, donc qui fait tomber la pluie sur la terre, sur Gaïa, et qui engendre du coup ses enfants, notamment les titans, qu'il garde d'ailleurs coincés. Ouranos en fait emprisonne ses enfants, les cyclopes, les titans, les géants aussi donnent naissance aux géants. Il les emprisonne en fait dans le ciel et c'est là où à un moment donné il va y avoir une rébellion contre lui pour faire naître justement les titans parce que jusqu'ici ils sont emprisonnés dans le ciel en fait. Donc on passe justement aux titans, donc Cronos, un des fils donc de Ouranos, le nom romain c'est Saturne. Donc Titan, ce titan Cronos est le père de Zeus. Tout comme son père Ouranos, c'est un père tyrannique. Alors, quand Ouranos, en fait, il enferme ses enfants, les titans, les cyclopes, dans le ciel, qu'il représente, et à un moment donné, il y a une rébellion des titans, donc dont Cronos, contre son père, qui vient émasculer son père pour faire tomber les titans sur la terre, et donc on a Cronos. Et Cronos lui-même, il y a une prédiction de Gaïa qui lui dit que ses enfants le détrôneraient, donc il mange tous ses enfants, dont Zeus. Et donc on voit ici, donc la peinture c'est Saturne de Peter Paul Rubens, peinture de Rubens de 1636. Et donc Cronos c'est le titan qui mange ses enfants. Pour éviter que ceux-ci le détrônent. En fait, il est bon là dans la peinture, il les mange, mais en fait, il les avale tout cru, quoi, on va dire. Et après, il sera détrôné par son fils Zeus. Voilà, si vous avez suivi Ouranos, Cronos, Zeus. Alors ensuite, d'autres titans. Prométhée. Prométhée, le donneur du feu à l'humanité. Là, la peinture, c'est Prométhée fait présent du feu à l'humanité de Heinrich Fugger, peinture de 1790. Le titan Prométhée, c'est un peu le rebelle des titans qui veut offrir le feu aux humains parce que les humains, en fait, ont été créés sans force, contrairement aux animaux qui ont carapace, plumes, etc. Et le Prométhée se dit donc qu'il va au moins offrir le feu aux humains. Donc il vole le feu des dieux de l'Olympe pour le donner aux humains. Et d'ailleurs,
il sera condamné à un châtiment, que son foie soit dévoré tous les jours par un aigle et le foie repousse. Donc chaque jour, il se fait dévorer, quoi. Bref. Ensuite, on a un autre titan, le frère de Prométhée, qui est Atlas. Atlas, c'est le porteur de la voûte céleste qui est aussi condamné à un châtiment, celui de porter la voûte céleste, parce qu'il s'est rebellé contre Zeus avec d'autres titans parce qu'il y a pas mal de guerres en fait dans la mythologie grecque. Il y a la titanomachie, c'est la guerre contre les titans. Il y a la gigantomachie, la guerre contre les géants. Bon bref. Et on passe enfin alors j'ai pas mis, il y a plein d'autres titans et voilà, autres que Chronos, Prométhée et Atlas, mais j'ai mis les principaux. On passe aux Chronides. Donc les Chronides, c'est les enfants de Chronos et en fait ce sont les dieux de l'Olympe. Alors pour le principal dieu de l'Olympe, donc Zeus, je vous ai pas donné la peinture précédente d'Atlas. C'était Atlas tenant le globe céleste de Le Guerchin, une peinture de 1646. Alors Zeus, donc les dieux de l'Olympe, Zeus ou Jupiter. Dans la mythologie romaine, c'est Jupiter. Dans la mythologie grecque, c'est Zeus. Alors j'ai préféré garder les noms grecs. Voilà, je préfère les noms grecs. J'ai hésité pour d'autres, comme Vénus ou Aphrodite. Bon, voilà, Mars ou Arès. Bon, j'ai gardé les noms grecs quand même. Donc Zeus en mythologie grecque ou Jupiter en mythologie romaine, c'est le roi des dieux, c'est le dieu du ciel et de la foudre. Alors ça représente vraiment le père, le patriarche. Il représente aussi celui qui protège les liens du mariage. Il est marié à Héra, sa femme que je présenterai juste après. C'est le frère de Héra, Poséidon, Hadès, Déméter et Hestia, et c'est l'époux de Héra, et il est père de Aphrodite, Arès, Apollon. Vous avez à chaque fois le statut du dieu, en l'occurrence la roi des dieux et dieu du ciel et de la foudre, et puis également sa descendance, mariage, tout ça. Et puis les aspects positifs et négatifs. Alors, c'est un très grand dieu, qui est le principe du patriarche, du justicier. C'est lui qui renverse son père Chronos pour libérer ses frères et sœurs, mais il a aussi des petits défauts parce qu'il est très infidèle. Il a plein d'autres maîtresses que sa femme. Il y a des maîtresses, quoi. Et sa femme Héra est pas contente et il passe son temps à se disputer avec elle. Donc voilà. Beaucoup de caprices, de colère, etc. Donc la peinture, c'est Jupiter et Thétis. Thétis, une de ses maîtresses d'ailleurs. Une peinture de Jean-Auguste Dominique Ingres. Une peinture de 1811. Alors on passe à Héra. Donc Héra, sa femme. Dans la mythologie romaine, c'est Junon. La peinture, c'est La toilette de Junon de Andrea Appiani. Une peinture de 1811. Héra, donc c'est à la fois la sœur et la femme de Zeus. C'est la reine des dieux et c'est la déesse du mariage. Donc elle respecte à fond le mariage, elle n'a pas d'amant et elle s'énerve beaucoup contre son mari puisqu'il fait que la tromper. Elle protège les femmes, le mariage légitime. Elle représente aussi la belle saison, la récolte, la prospérité. Ensuite, on a Poséidon ou Neptune en mythologie romaine. La peinture, c'est Le Retour de Neptune de John Singleton Copley, un peintre anglais, et une peinture de 1550. C'est le dieu de la mer et des océans. C'est donc le frère de Zeus. Bon, en gros, il représente aussi tout ce qui est tremblement de terre. C'est quelqu'un qui peut être assez vengeur. Ensuite, on a Déméter ou Cérès dans la mythologie romaine. C'est la déesse de l'agriculture. La peinture, c'est Allégorie de l'été sous les traits de Cérès de Antoine Watteau. Peinture française de 1717. Déesse de l'agriculture, voilà. À part ça, elle protège aussi sa fille qui, à un moment donné, Perséphone, sa fille qui, à un moment donné, est enlevée par son frère Hadès pour aller en enfer. Bref, vous allez comprendre, justement, son frère Hadès, qui est le frère donc de Zeus, Héra, Poséidon, Déméter. Hadès ou Pluton dans la mythologie romaine. Ah, je vous ai aussi mis
les correspondances de signes astraux. Parce que par exemple, Pluton, c'est le signe du Scorpion. Déméter, c'est le signe de la Vierge. Bon, on a pas mal de signes comme ça. Poséidon, c'est Neptune, c'est les poissons. Bon, je vous ai aussi mis ça, j'avais oublié de le dire. Alors, Pluton, Hadès. Hadès ou Pluton, le dieu des enfers. La peinture Pluton de Cristoforo Gherardi, peintre italien 1555. Hadès, à part être le dieu des enfers, il est connu pour avoir enlevé la fille de Déméter, Perséphone, pour en faire sa compagne. Hestia ou Vesta dans la mythologie romaine, c'est la dernière des frères-sœurs des dieux de l'Olympe, là. Et c'est la déesse du foyer. Donc elle représente le foyer, la maison, tout ça. Plutôt l'immobilité. Ensuite, on a les compagnes. Les compagnes, alors notamment Perséphone, donc comme je vous disais, la fille de... je vous ai pas dit, mais là c'était Portrait d'une femme vestale de Angelica Kaufmann. Une vestale, c'est justement une compagne, suivante, prêtresse de la déesse Hestia, et qui représente justement le foyer. Perséphone ou Proserpine en mythologie romaine, la déesse du monde souterrain. Ici, c'est Proserpine de Dante Gabriel Rossetti, un Britannique, c'est une peinture de 1874. Perséphone est donc la fille de Déméter qui a été enlevée par Hadès et qui est obligée de rester en enfer et qui remonte au printemps. Et c'est une notion de cycle des saisons. On a, je vous la fais courte parce que je suis déjà à 20 minutes et je crois que j'ai montré 20 personnages. Alors, on a Leto. Mais au moins, vous faites une petite culture mythologie grecque en même temps. Leto, donc c'est une des maîtresses de Zeus. Là, c'est Leto avec ses enfants Apollon et Diane. Donc, c'est la mère de Apollon et Diane. D'ailleurs, oui, Apollon et Diane, non, c'est plutôt Apollon et Artémis en l'occurrence. Même la personne a fait une erreur. Le peintre a fait une erreur parce que Diane, c'est le nom d'Artémis. Diane en romain. Bon, de Anton Raphaël Mengs. Leto, donc c'est une des maîtresses de Zeus. C'est la déesse de la maternité et donc elle protège ses enfants Apollon et Artémis qui sont des jumeaux. Et c'est un peu l'idéal de la mère parfaite qui est aimée de ses enfants et qui est un petit peu persécutée, notamment par Héra, parce que Héra, c'est la femme de Zeus et elle n'a pas trop supporté qu'il fasse des enfants à une autre, quoi. D'ailleurs, au départ, c'est plutôt Leto qui est la femme d'Héra, et puis quand Héra, après, elle est la femme de Zeus, elle veut pas trop que... Elle s'énerve contre les enfants, mais contre Leto. On passe aux dieux. Les enfants de Zeus. Alors, Aphrodite, où j'ai hésité à mettre le nom Vénus, et puis par cohérence, j'ai mis Aphrodite. C'est la naissance de Vénus de Bouguereau, 1879, et donc c'est la déesse de l'amour. Aphrodite est une très grande déesse qui a beaucoup de capacité, de cordes à son arc, d'attributs. C'est la déesse de l'amour, c'est la déesse de la beauté. Il y a deux Aphrodites en réalité. Il y a Aphrodite, fille de Ouranos, Aphrodite un peu originelle, qui est un peu pure, et puis il y a Aphrodite, fille de Zeus, qui est plutôt la version vulgaire, un petit peu infidèle, qui a beaucoup d'amants, qui use beaucoup de son charme, etc. Bref, Aphrodite, c'est un personnage très complexe, avec beaucoup d'informations à propos de celle-ci. Ensuite, on a Arès. Arès ou Mars dans la mythologie romaine, c'est le dieu de la guerre. Donc là, la peinture, c'est Mars et Vénus surpris par Vulcain de Alexandre Charles Guillemot, une peinture de 1827. Et donc, le dieu de la guerre, c'est un dieu assez violent, puissant mais violent, et qui est pas trop aimé des autres Grecs, des autres dieux, parce que justement, c'est la guerre, c'est la violence, c'est aussi les troupes d'hommes, de jeunes hommes qui l'entraînent comme ça. Bon. Ensuite, on a Apollon. Apollon ou Phébus dans la mythologie romaine, c'est le dieu des arts.
la peinture, Apollon, dieu de la lumière, de l'éloquence, des beaux-arts, accompagné d'Uranie, muse de l'astronomie, de Meunier en 1798. Apollon, ben voilà, c'est le dieu des arts, de la beauté, c'est le plus grec des dieux, c'est celui qui montre vraiment les valeurs et la vie grecque. C'est aussi un dieu connu pour sa bisexualité. C'est le frère jumeau d'Artémis. Justement, Artémis ou Diane dans la mythologie romaine, c'est la déesse de la chasse. Apollon représente le soleil, Artémis représente la lune. Artémis, d'ailleurs, il y a une triade lunaire qu'elle forme avec deux autres personnages que je vous présenterai. Déesse de la chasse, des accouchements, des épidémies. C'est une déesse qui est assez stricte et assez forte et assez intransigeante, notamment sur la virginité. Elle a beaucoup de fierté. La peinture, c'est Diane la chasseresse d'un artiste inconnu. Ensuite, Athéna. Je vais aller plus vite parce que j'ai trop de cartes. Vous de montrer. Athéna ou Minerve dans la mythologie romaine. La déesse de la sagesse. La peinture, c'est Minerve victorieuse de l'ignorance de Bartholomeus Pranger de 1591. Voilà, déesse de la sagesse, aussi connue pour sa virginité. C'est la stratégie militaire, c'est la conseillère divine de certains héros, notamment Ulysse. Elle peut être aussi assez orgueilleuse avec de la colère, mais elle représente la sagesse, l'intelligence. On a Hermès ou Mercure dans la mythologie romaine. La peinture, c'est Jupiter peignant des papillons, Mercure et la vertu, de Dosso Dossi de 1523. C'est le messager des dieux et c'est le dieu du commerce, des bergers, des orateurs, des commerçants, des voyageurs. C'est un dieu très populaire qui est aussi connu pour sa bisexualité et un côté un petit peu débridé et en même temps très libéral, beaucoup dans la liberté, très malin, ingénieux. On a Dionysos ou Bacchus dans la mythologie romaine, c'est le dieu du vin. Ici, c'est Bacchus du Caravage de 1590. Dionysos, le dieu du vin, de la fête, de la décadence, du théâtre, un peu le côté subversif, les orgies aussi. Le côté ésotérique, on a beaucoup de paradoxes chez ce personnage également. On a Héphaïstos ou Vulcain dans la mythologie romaine, c'est le dieu du feu et de la forge. Ici, c'est Héphaïstos forgeant le foudre de Zeus de Rubens en 1636. Bon, voilà, c'est l'artisan qui est d'ailleurs connu pour être laid et boiteux, puisqu'il a été jeté du haut d'une falaise par sa mère, Héra, qui l'a engendré seul. Et donc c'est un artisan, mais qui est c'est un brillant inventeur. Ensuite, on passe au dieu du ciel. Alors, on a Hélios, la personnification du soleil. Le dieu du soleil, ici c'est Hélios personnifiant Midi de Raphaël Mengs de 1765. Donc c'est le dieu du soleil, tout simplement. Voilà, parfois on le confond avec Apollon. C'est celui qui a, avec son char solaire qui amène le soleil dans le ciel. Ensuite, on a les deux déesses de la lune en dehors de Artémis pour former la triade lunaire. Alors, Artémis représente le croissant de lune et je vais vous présenter la nouvelle lune et la pleine lune. Donc, on a Hécate, la déesse de la nouvelle lune. Ici, c'est la nuit de la joie d'Enith Armand de William Blake en 1765. Et donc, Hécate représente la nouvelle lune et donc la lune sombre. On a Sélénée, la déesse de la pleine lune. Ici, c'est Sélénée de Albert Aublet de 1880. Donc, la pleine lune. Et Sélénée est connue pour être amoureuse aussi d'un homme qui est endormi éternellement. Ça parlera à certains. Voilà. Ensuite, on a Eos, la déesse de l'aurore, qui peut être parfois confondue ou associée à Aphrodite, parce que c'est une déesse qui est très sexuellement entreprenante, on va dire,
La peinture, c'est les Portes de l'Aube de Herbert James Draper de 1900. Et donc Eos est la déesse de l'aurore et elle a beaucoup d'amants. Ensuite, on a Zéphyr. Je la fais courte, hein, il y a beaucoup plus d'informations dans le livret, mais voilà, sinon je vais mettre 1 heure rien qu'à présenter. Je crois que je vais déjà mettre 1 heure rien qu'à présenter les cartes, donc bon. Ouais, on va la faire courte. Zéphyr, le dieu du vent d'ouest. La naissance de Vénus de Botticelli de 1484. Bon, Zéphyr, le dieu du vent. Ensuite, on a les Pléiades. Les Pléiades de Elihu Vedder de 1885. Les Pléiades, ce sont 7 étoiles en fait. Ce sont 7 sœurs qui ont été ensuite placées dans le ciel comme des étoiles. Il y a un lien aussi avec Orion, le géant, et ce sont les compagnes d'Artémis. On a les dieux de la nuit. Là, je vous ai présenté les dieux du ciel. On a d'autres dieux de la nuit. On a Némésis, la déesse de la vengeance divine. C'est Némésis de Alfred Rethel de 1837. Et donc, la Némésis, c'est la vengeance divine, la colère divine ou la juste équité, en fait. C'est pour une sorte de justice divine, en fait. Si vous avez trop réussi quelque chose, eh bien, c'est l'opinion publique, c'est un peu pour punir de l'orgueil aussi de certaines personnes. Ça peut être la mauvaise fortune, bon. Ensuite, on a Charon, le passeur des enfers. La peinture, c'est le Jugement dernier de Michel-Ange de 1536. C'est un extrait du Jugement dernier sur la chapelle Sixtine. C'est le passeur des enfers, c'est lui qui conduit la barque, qui mène les morts aux enfers sur le Styx. Et ensuite, on a Morphée, le dieu des rêves. Morphée-Isis de Pierre-Narcisse Guérin de 1811. Et donc, voilà, le dieu des rêves, du sommeil. Alors, autre dieu et personnage, Cupidon. Donc, Cupidon, alors version romaine. Dans la version grecque, ça reste Eros. Mais il y a Eros de l'amour universel, l'amour entre tous. Et puis, il y a la version Eros Cupidon chez les Romains. C'est le petit ange, le petit enfant qui vient piquer, qui vient envoyer une flèche dans le cœur ou sur une personne en tout cas, et cette personne tombe amoureuse du premier venu. C'est une peinture de Bouguereau, jeune fille se défendant contre Eros. Et donc voilà, il y a pas mal d'informations où j'ai voulu dissocier les deux amours. J'ai pas dissocié les deux Aphrodites, mais je trouvais intéressant. Puisqu'après, on a Psyché. Et Psyché, justement, c'est la compagne de Eros Cupidon. C'est la déesse de l'âme. C'est Psyché et l'amour de François Gérard de 1798. Et il y a toute une histoire magnifique où Psyché, en fait, au départ, Psyché est une très belle femme qui rend jalouse Aphrodite. Et en fait, Cupidon est le fils de Aphrodite et Arès et Mars. Et Aphrodite, qui est toujours accompagnée de son enfant Cupidon, le charge comme mission de faire tomber Psyché, qui est plus belle qu'elle, je ne sais pas, mais qui est autant aimée pour sa beauté, d'un homme misérable. Et en fait, Cupidon se blesse avec une de ses flèches, donc c'est lui qui tombe amoureux de Psyché. Il y a toute une histoire où Psyché doit le retrouver, combattre. Il y a des peurs, il y a des aides, elle pense beaucoup à se suicider. Bon, c'est une très belle histoire, mais trop long pour vous raconter. Vous chercherez. Ensuite, on a les trois grâces ou les charites. Les déesses du charme, de la beauté et de la créativité. C'est une peinture de Raphaël, les trois grâces, et donc elle représente justement l'art de vivre grec, la fête, les célébrations, mais la fête mesurée avec un certain cadre différent de la fête de Dionysos. Ensuite, on a Hermaphrodite, personnage bisexué, qui est le fils d'Hermès et d'Aphrodite, et qui est devenu bisexué parce que il y a une nymphe, une naïade, qui l'a étreint de force et qui a voulu être unie à lui, et en fait, il y a eu une fusion des deux sexes, et du coup, Aphrodite porte
les deux sexes. Ensuite, on a Pan, une divinité. Donc là, c'est une gravure, une copie d'une fresque d'Herculanum, un temple pour Hercule. Donc c'est une vieille gravure. Ensuite, on a Pan, divinité de la nature. Faune sifflant à un merle de Arnold Bauquelin de 1864. Pan est une divinité de la nature, de la musique. C'est lui qui est à l'origine de la flûte de Pan, notamment. C'est un satyre, comme vous pouvez le voir. Donc, cornes et jambes de bouc, de chèvre. Ensuite, on a Orion, un géant chasseur. Paysage avec Orion, aveugle cherchant le soleil de Nicolas Poussin de 1658. Orion est un géant, donc, et c'est celui qui accompagne Artémis, notamment. On a Érictonios, c'est le 4e roi légendaire d'Athènes, un homme mi-homme, mi-serpent. Là, la peinture, c'est Érictonios découvert par les filles de Cécrops, peinture de Rubens de 1616. Et donc, c'est un homme serpent, vous voyez, on voit qu'il a des jambes de serpent. En fait, il est né de la semence d'Héphaïstos qui est tombée sur le sol quand il a voulu étreindre Athéna qui ne s'est pas laissé faire. Et donc, Héphaïstos et Gaïa la Terre a donné Érictonios. Et ce sera un roi légendaire d'Athènes. Ensuite, on a Pandore, la première femme humaine. Pandore de Bouguereau de 1890. Pandore est donc la première femme créée par, en l'occurrence, en fait, elle a été créée sur ordre de Zeus et en fait, tous les dieux lui donnent des attributs. Et elle amène avec elle. En fait, c'est un cadeau empoisonné offert par Zeus à Épiméthée, le frère de Prométhée, parce que pour se venger du fait que Prométhée avait volé le feu de l'Odin pour le donner aux hommes. Bref, vous avez suivi. Et donc, on lui envoie la première femme humaine. Et sauf qu'elle apporte avec elle une petite boîte, et dans cette boîte est renfermée tous les maux de l'humanité, et quand elle va l'ouvrir, eh bien, elle va laisser s'échapper tous les maux de l'humanité qui feraient que l'humanité sera frappée de fléaux, de maladies, de calamités, de difficultés. Et elle garde enfermée dans la boîte l'espérance. Donc on a toujours l'espoir que ça s'arrange. Ça reste toujours sympa. Ensuite, on a la Pythie. L'oracle du temple, donc là il y a un peu de tout, c'est un peu mélangé entre des dieux, des divinités, des personnages, parce qu'après on va passer aux héros, et voilà, il fallait que j'organise comme ça. Donc on a la Pythie, c'est l'oracle du temple d'Apollon à Delphes, c'est la voyante par excellence. Ici, la peinture c'est Prêtresse de Delphes de John Collier de 1891. La Pythie, alors on appelait la Pythie, il y avait plusieurs Pythies d'ailleurs, à un moment donné, les oracles du temple d'Apollon à Delphes. C'est-à-dire qu'on est à Delphes, la ville, il y a un temple, le temple d'Apollon, et le dieu Apollon transmet ses oracles, ses prédictions à des jeunes femmes qui doivent être pures, chastes la plupart du temps, et sans connaissance pour juste transmettre le message, en fait. Et voilà, donc c'est l'oracle c'est l'oracle par définition, quoi. C'est pas moi, mais un petit peu, des fois. Mais bon, la Pythie, elle aussi, elle fait pas toujours l'unanimité, on l'accuse de prendre parti. Donc, comme vous voyez, comme quoi, parfois, pareil. Alors, Narcisse. Narcisse, c'est un chasseur, et puis vous connaissez la légende de Narcisse. Ici, c'est Echo et Narcisse de John William Waterhouse de 1903. Narcisse qui était très beau et qui a vu son reflet et qui est mort là, à l'endroit, force à trop se regarder et désespérant de ne pouvoir être avec lui-même un peu, quoi. Ensuite, on a Adonis, c'est l'amant d'Aphrodite. Ici, c'est Vénus et Adonis de Henrik Coltius, un Allemand et une peinture de 1694. Adonis est un humain.
Et c'est l'amant d'Aphrodite, et c'est le seul dont elle est vraiment tombée amoureuse. D'ailleurs, elle se le partage un peu à un moment donné avec Perséphone. Voilà, ils sont pas trop d'accord, ils sont un peu jalouses. Ils passent 6 mois avec l'une, 6 mois avec ou un tiers avec l'une, un tiers avec l'autre. Bref, et le troisième tiers, il choisit de passer avec Aphrodite quand même. Et on passe on passe maintenant au héros. Alors, Hercule. Bon, Hercule, c'est un des seuls quasiment où j'ai préféré le nom romain plutôt que le nom grec qui est Héraclès. Voilà, je trouvais que Hercule était plus connu qu'Héraclès, donc j'ai choisi Hercule. Hercule enlève Cerbère des portes de l'enfer de Johann Kohler de 1855, et donc vous connaissez Hercule pour ses 12 travaux, c'est le dieu des éphèbes. Un dieu, c'est qui a été, c'est un héros carrément monté au statut de dieu. Après, à sa mort, ils font les Jeux Olympiques notamment. C'est quelqu'un, il est assez violent, il est assez impulsif et il réussit beaucoup de choses. Il est très puissant. Il est aussi bisexuel d'ailleurs. On a les Argonautes. De toute façon, ils étaient presque tous bisexuels, les Grecs. Mais c'est pas une notion de bisexualité. Enfin, comment dire, c'est pas au sens où on l'entend nous désormais. Voilà. Mais bon, bref. C'est sexuel, quoi. Et c'est de... Voilà, on va dire ça. Alors ensuite, on a les Argonautes. C'est un groupe de héros. Ici, c'est le périple des Argonautes de Konstantinos Volanakis de 1880. Donc un groupe de héros dont Jason, qui partent en expédition. On a Orphée, un autre héros, poète et musicien. Orphée de Pierre-Amédée Marcel Bérono de 1000... J'ai pas la date pour celui-là. Voilà, c'est quelqu'un qui a inspiré l'orphisme, qui est un parcours initiatique. Notamment, il descend aux enfers pour aller récupérer sa femme qui est morte le jour de leurs noces. On a Rémulus et Rémus, c'est les fondateurs de Rome. Romulus et Rémus, allaités par la louve de Peter Paul Rubens de 1615. Bon, vous connaissez Rémus et Romulus, je vais essayer d'aller plus vite, je suis déjà à 40 minutes, j'ai même pas montré toutes les cartes. Alors ensuite, on a le mythe d'Œdipe. Œdipe, c'est le roi de Thèbes. C'est une peinture de Dominique Ingres, Jean-Auguste Dominique Ingres de 1808. Et donc, le syndrome d'Œdipe, qui tua son père et épousa sa mère. Enfin, le syndrome issu... syndrome d'Œdipe, issu de la légende d'Œdipe. Ensuite, on a Antigone, c'est la fille d'Œdipe. Antigone de Frédéric Leighton de 1882. Vous connaissez certainement Antigone, l'histoire d'Antigone, c'est une rebelle. Rebelle parce qu'on avait voulu ne pas enterrer son frère. Ensuite, on a le mythe d'Achille. Achille, c'est un héros, un guerrier de Troie. Achille présenté à Nestor de Joseph Désiré Court de 1820. Achille, c'est presque un des plus grands héros guerriers, qui est aussi connu pour être bisexuel, on ne sait pas trop. Il est très attaché à son ami Patrocle, en tout cas. On a Paris ou Alexandre, prince de Troie, le jugement de Paris de Hendrik van Balen de 1599. Paris, on lui demande de choisir qui est la plus belle des déesses, et puis s'il choisit... on lui offre la femme qu'il veut, et il choisit Hélène, et puis ça provoque la guerre de Troie. On a Chiron, un centaure, c'est l'enseignant des héros. Notamment, ici, c'est l'éducation d'Achille de Jean-Baptiste Regnault de 1782. Donc, le centaure Chiron qui enseigne aux héros l'astronomie, notamment la médecine, la musique, la divination, la chasse. On a Cassandre, princesse prophétesse, c'est la sœur de Paris. Elle dit que, en gros, il va foutre la merde, quoi. et qu'il faut l'abandonner. À chaque fois, elle prédit l'avenir, mais c'est jamais des bonnes choses, et du coup, on la croit pas. Et en fait, c'est le prophète maudit, quoi. C'est l'archétype du prophète maudit. Ici, c'est Cassandre de Evelyne de Morgan de 1898. Bon. Ensuite, on a le mythe de Persée. Persée, un héros, Persée confrontant Phiné avec la tête de Méduse de 1705 de Sebastiano Ricci. Persée, c'est un héros on lui a demandé de tuer Méduse. Je vais vous présenter Méduse après.
Andromède, princesse éthiopienne, que Persée vient sauver, qui a été laissée là sur un rocher à cause de Poséidon, qui a ramené un monstre marin, parce que sa mère, la mère d'Andromède, avait dit que sa fille était plus belle que les nymphes marines. Bon, ça énerve Poséidon, bref. Et après, Persée vient la sauver et vient l'épouser. Ensuite, on a Méduse, la gorgone. C'est Méduse du Caravage de 1595. Bon, ben, la gorgone avec ses cheveux en serpent et qui est capable de pétrifier tout le monde avec ses yeux, et qui est tué par Persée. Pégase, le cheval ailé, qui sort en fait de la tête de Méduse, parce que Méduse avait été violée en fait par Poséidon. Et quand Persée lui coupe la tête, Pégase, le cheval ailé, s'envole. Ici, c'est Pégase de Odilon-Redon de 1900, même peintre que pour Pégase et la muse en dos de deck. On arrive à la fin. Le mythe d'Ulysse. Il y a beaucoup de personnages, mais tout est très 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 intéressant. On en conviendra, vous êtes d'accord. Ensuite, on a Ulysse ou Odysseus en version tout court. Grec aussi, c'est un autre nom. C'est le héros, donc c'est l'histoire d'Ulysse. Hein. Vous connaissez Ulysse et les sirènes, John William Waterhouse. Ulysse, heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage, et il a fait un très long voyage, il n'est pas rentré pendant 20 ans, quoi. Alors, voilà, quoi. On a Calypso, c'est une nymphe qui a voulu le garder pendant 7 ans sur son île. Calypso de George Hitchcock de 1906. Ensuite, on a Pénélope, la femme d'Ulysse. Alors, j'ai organisé là, on aurait pu mettre l'un avant l'autre, mais c'était pour dans le livret, parce qu'il y a des parties plus longues, parties plus courtes, enfin bref, voilà. Pénélope, de toute façon, il n'y a pas de numéro, donc voilà, aux cartes. Les numéros donnent des informations, je n'ai pas voulu en mettre. Pénélope, l'épouse d'Ulysse, qui l'attend quand même pendant 20 ans, et pendant ce temps-là, elle essaie de déconduire tous les prétendants, quoi. Pénélope de Dante Gabriel Rossetti de 1869. On a Circé, la magicienne, qui elle aussi a voulu garder Ulysse sur son île. Puissante magicienne, Circé offrant la coupe de drogue à Ulysse de John William Waterhouse de 1891. Donc Circé, une magicienne qui transforme les hommes en porcs. Voilà, un petit peu énervé. Ensuite, on a le mythe de Dédale. Dédale, c'est un inventeur, c'est celui qui fabrique le labyrinthe du Minotaure. Et puis les ailes aussi pour son fils Icare, comme on voit ici. C'est un inventeur. C'est un peu, il symbolise la science sans conscience. On lui demande de faire ça, il fait ça, quoi. Icare, ben justement le fils de Dédale, qui avec lui a voulu s'échapper du labyrinthe avec des ailes, et puis il a volé trop près du soleil et il est mort. Alors je ne vous ai pas donné. Icare et Dédale de Frederick Layton de 1869. Et ici, Icare, Pleure pour Icare de Herbert James Draper de 1898. Ensuite, on a Ariane, la princesse de Crète. Ariane donne une pelote de fil à Thésée de Angelica Kauffman de 1880. C'est elle qui donne le fil à Thésée, un des héros qui va dans le labyrinthe pour qu'il puisse s'en sortir. Et justement, le Minotaure. L'homme à la tête de taureau, qui est en fait né des amours entre Pasiphae, la femme du roi de Crète, et un taureau. En fait, c'est une histoire où Poséidon... En gros, Poséidon, il envoie un taureau, magnifique taureau, à Minos, le roi de Crète, et il lui dit « Tu me sacrifies celui-là ». Et Minos, il le trouve trop beau, le taureau. Alors, il sacrifie un autre, sauf que Poséidon n'est pas content. Donc, il fait tomber la femme de Minos, amoureuse du taureau, et la femme, elle dit « Waouh, j'ai envie de me taper le taureau ». Alors, du coup, elle demande à Dédale de lui construire une sorte de vache en bois où elle va se cacher dedans pour que le taureau vienne la prendre. Et le Minotaure est donc le fils entre cette femme et le taureau. Et il est tellement monstrueux, et il est dangereux, il est un peu féroce. Quand il grandit, on l'enferme dans le labyrinthe. Voilà toute l'histoire. Trop intéressant, quoi. Le Minotaure de George Frederick Watts, c'est marrant en tout cas, de 1885. Alors, il y a plein de... Du coup, il y a à la fois l'information, il y a l'histoire, et puis il y a les caractéristiques de chaque personnage qui pourront vous inspirer pour des prédictions, quoi. Alors, les divinités féminines. On a les nymphes, les divinités mineures de la nature. Hylas et les nymphes de John William Waterhouse, de 1896. Voilà, les nymphes.
Divinité de la nature, les forêts, les lacs, les rivières. On a les muses, les déesses des arts libéraux. Clio, Euterpe et Thalie de Eustache le Sueur de 1652. Voilà, typiquement les déesses des arts. On a les Hespérides, les nymphes du couchant. Le jardin des Hespérides de Frédéric Layton de 1892. Les Hespérides protègent en fait un pommier qui est au fond, c'est un verger qui est aux confins du monde grec. Voilà. Ça fait partie d'un travaux d'Hercule d'aller chercher des pommes de ce pommier. On a les Amazones, peuple de femmes guerrières. Vous connaissez les Amazones. Le combat des Amazones de Ansel Feuerbach de 1873. On a les Bacchantes ou Ménades, c'est les adoratrices de Dionysos ou de Bacchus. J'ai préféré Bacchante à Ménades. Ouais, je trouvais que Bacchante c'était un peu connu. De William Bouguereau de 1862. Donc c'est voilà, c'est les prêtresses du. Et puis elles accompagnent le dieu, et puis elles dansent, et puis voilà. On a les Furies ou les Érinies, les déesses infernales. Oreste poursuivi par les Furies de William Bouguereau de 1862, c'est les déesses qui vont pourchasser quelqu'un qui a mal agi, il y a une notion de bénédiction, on lui crie dessus, affreux quoi. On a les créatures, enfin les sirènes. Alors les sirènes différentes de la mythologie nordique, comme dans Ulysse, dans l'Odyssée, ce sont des femmes avec des ailes en fait, d'oiseaux. Ulysse et les sirènes de John William Waterhouse de 1891. On a les cyclopes, les créatures avec un seul œil. Le cyclope de Odilon Redon de 1914. Ils sont les frères des titans, des géants. On a les satyres, ou silènes, ou faunes. Créatures mi-homme, mi-bouc. Ici, nymphe et un satyre de William Bouguereau de 1873. Voilà, des hommes divinité de la nature aussi, et puis souvent très un peu porté sur la chose quoi. C'est la fête et puis c'est la sexualité. On a les géants, les créatures géantes, le colosse de Francisco de Goya de 1880, voilà. A priori ils ont une apparence humaine mais ils sont très grands. On a le sphinx ou sphinge, la créature hybride, notamment qui donne une énigme à Oedipe. Oedipe et le sphinx de Gustave Moreau de 1864. On a la chimère, une créature hybride de Gustave Moreau aussi de 1867. Corps de lion, elle... alors ça dépend, il y a plusieurs versions de la chimère, moitié lion, moitié chèvre, queue de serpent. On a l'hydre de Lerne, le serpent d'eau. Hercule et l'hydre de Lucas Cranach l'Ancien de 1537. Bon, c'est une créature, un serpent avec plein de têtes. On a Cerbère, le chien à 3 têtes, le gardien des enfers. Hercule ramène Cerbère des portes de l'enfer de Johann Kohler de 1855. C'est le gardien des enfers. Hein. Et enfin, on termine avec l'Atlantide, ou Atlantis, c'est une île mythique dans un texte de Platon. C'est Terror Anticus de Léon Bakst de 1908. Voilà, vous connaissez sûrement cette île mythique. Et l'Hyperborée, on termine avec l'Hyperborée, un pays mythique cette fois au nord. L'Atlantide, c'est dans l'Atlantique a priori. Ici, c'est au pôle Nord, Groenland. Continent hyperboréen sur une carte de Gérard Mercator de 1623. Voilà, j'ai enfin terminé de vous présenter toutes les cartes. C'était long, mais vous avez pu regarder toutes les cartes et voilà. On va passer à la partie tirage. J'en suis à 53 minutes juste pour vous présenter le jeu, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous a intéressé au moins. Toutes ces histoires de mythologie grecque et romaine quand ça se présente, mais en général c'est pareil. Voilà, il y a des petites variantes que j'ai pu indiquer. Alors j'ai déjà battu un jeu, et ben on va faire plusieurs tirages pour vous montrer comment vous pouvez utiliser ce jeu. Allez, c'est parti. Alors,
Est-ce qu'on a un message à vous transmettre? Alors, on a Paris et Chiron. Alors, on vous parle d'un choix à faire entre plusieurs femmes, plusieurs prétendantes, prétendants, plusieurs personnes. On vous parle d'un enseignement, on vous parle de sagesse aussi, on vous parle de quelqu'un qui vous aide peut-être aussi à faire un choix. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a Eos. On parle justement de l'aurore, de la clarté. Il y a une notion d'écouter son désir, très certainement. Si vous devez choisir entre plusieurs personnes, la sagesse, c'est de choisir la personne que vous désirez. Parce que si on vous parle de choisir, notamment au niveau sentimental, il y a une notion de choisir la beauté et le désir, la personne qui vous attire. Vous allez me dire, c'est logique. Ouais, mais on oublie peut-être. Alors, on a Dédale, qui peut vous parler justement de ce labyrinthe et de cette difficulté à choisir. Alors, est-ce que je prends les autres parce que du coup elles sont pas mélangées? Je vais prendre que ça parce que voilà, ce sera plus sûr, hein, parce que vu que je viens juste de prendre le jeu et de le mélanger un peu avant, on va pas prendre les cartes qui se suivent a priori parce que ça voudrait dire qu'elles sont pas mélangées. Alors, on a les géants. Bon, on vous parle de quelque chose qui est grand. On a les satyres. On vous parle beaucoup du désir, là. L'idée de se laisser emporter par son désir, son attirance. Si c'est compliqué, ce qui est évident, ce qu'on ne peut pas manquer, louper, parce que c'est flagrant devant les yeux, c'est quand même de se laisser emporter par le désir, quoi, par l'attirance. Si on a du mal à faire un choix. Bon. Je vais peut-être faire un autre tirage. Non? On a Chronos. Chronos parfois représente le temps, même je l'ai pas noté, mais en fait ça fait 2 fois que ça sort quand je fais un tirage, et je me demande si c'est pas la notion aussi du temps qui passe et de manger le temps, ou attention vous voyez, à un moment donné de croquer la vie à pleines dents aussi avant que le temps nous consume, quoi. On a Pégase. Il y a une notion de s'envoler, il y a une notion de... Pégase représente aussi la sagesse. Notion de se laisser porter. D'être libre aussi. Pégase représente la liberté puisque c'est un cheval ailé. Et dernière carte, on a les Hespérides. On parle du repos ici, de se reposer. Peut-être pour réfléchir, mais c'est évident et c'est comme le nez en plein milieu de la figure. C'est que quand on doit faire un choix au niveau sentimental, il faut écouter le désir. L'attirance, l'attraction. D'ailleurs, les Grecs, justement, ne faisaient pas la différence entre les questions d'hommes ou de femmes. C'était l'idée de écouter son attirance. Bon, pour les hommes, c'était plutôt... l'homosexualité, c'était vu dans le cadre, c'était aîné sur plus jeune, notamment adolescent, et c'était pas passé un certain âge. Enfin bref, beaucoup de choses à dire sur le sujet. Est-ce qu'on a un autre message ? Alors, on a Cupidon et on a Séléné. On nous parle justement de cette idée d'être touché par l'amour en plein cœur, de tomber amoureux. On nous parle de la pleine lune, on nous parle de la lune, on nous parle peut-être de choses cachées. On nous parle de justement cette idée de tomber amoureux, d'être amoureux de quelqu'un qui dort, hein, qui ne fait rien, quoi. On a Chaos. On vous dit, ça va être le chaos, c'est le bordel. Ou alors, il y a une notion aussi de ce qui se passe avant,
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a Paris. On vous dit qu'on ne choisit pas hein, de qui on tombe amoureux. C'est comme ça. Vous êtes Cupidon vous a envoyé une flèche. C'est le coup de foudre, c'est le coup de cœur, c'est voilà quoi. Alors attendez. On a hermaphrodite. Il est tombé envers. Que ce soit un homme ou une femme. D'ailleurs, on peut ne pas choisir si on tombe amoureux ou d'une femme ou au contraire. Peut-être ça veut dire aussi quelque chose de caché à l'intérieur de soi aussi. Il y a une notion d'amour qui n'a pas forcément de sexe aussi. On a Zéphyr. Notion de se laisser un petit peu emporter là. Par le vent, par son désir encore une fois. Même s'il y a une notion d'un peu bouleverser les choses. On a les Pléiades. Alors, est-ce que je dois les prendre? Pléiades, Némésis, je crois que c'est... Je vais continuer parce que j'étais peut-être pas... Vu que je les ai pas vraiment... comment dire battu énormément. On a les 3 grâces. Encore une fois, on nous parle de 3 personnes. Il y a une notion de faire un choix. Alors, est-ce que c'est entre 3 personnes? Est-ce que c'est entre 2 personnes? Pour certains, on peut même vous parler de polyamour. Pour d'autres, on vous parle de triangulaire, d'une personne qui doit faire un choix entre 2 personnes. Encore une fois. Ou alors admettre que cette personne ne veut pas choisir aussi. Et l'annoncer, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? On a l'étau. Elle est tombée à l'envers. Cette idée de la maternité, de la parentalité, de la protection des enfants. On a une notion de lune et de choses cachées, cette notion du désir féminin, masculin pour l'autre, peu importe son sexe, son genre ou le sien. Et il y a cette notion qui va toujours un peu... Alors, est-ce que c'est faussé ou pas la situation? C'est cette idée de avoir ou pas des enfants, ou d'en avoir déjà, ou ses parents. Ce choix vis-à-vis de la maternité dans les questions de triangulaire et de choix amoureux. On a Calypso. La notion d'être emporté et d'être gardé par quelqu'un ou par l'amour, ou de vouloir retenir quelqu'un. Et on a Prométhée. Notion de faire de réflexion et de faire don du feu, de notion d'éclairer une situation. Ok, je vais faire un autre tirage. Alors, est-ce qu'on a encore un message? On a Pégase. Encore une fois, on a ce cheval ailé qui nous parle de liberté. La liberté d'aimer peut-être. On a Prométhée. La liberté du savoir, de la connaissance, de savoir et de transmettre le savoir et la connaissance. On a l'hyperborée, d'aller au-delà d'un continent, d'un endroit, d'une idée, d'une situation. Aller au bout d'un savoir, d'une connaissance. On a encore une fois hermaphrodite qui ressort. Cette notion du féminin, du masculin. On a chaos. Ouais, mais là, je reprends les mêmes. On a Zéphyr. Ouais, mais si j'ai les mêmes messages... Alors, attendez, je refais. Encore une fois, je vous dis, j'ai pas énormément battu le jeu avant, donc je me permets, surtout si les cartes d'avant ressortent. Alors, on a les satyres. On a les mêmes cartes. Encore une fois, les satyres, les géants, Dédale. Notion d'être attiré par son désir et qui est grand, qui est omniprésent, même si c'est compliqué. Il y a une notion de transmettre le savoir, la connaissance, que peu importe, il y a une notion d'aller au bout d'une situation, et peut-être peu importe où on va, c'est son désir qu'il faut écouter, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a Calypso, tombé à l'envers.
L'idée de retenir ou pas quelqu'un, l'idée de la liberté et d'être retenu par quelqu'un ou de retenir quelqu'un ou justement de ne pas le faire ou de ne pas l'être. On a Hermès, on vous parle d'un message. On a les messagers des dieux, alors c'est peut-être l'ange gardien qui vous transmet un message. On a deux fois quelqu'un qui a son doigt devant la bouche aussi, qui nous parle de secrets, de choses cachées, de choses à exprimer, ou pas, ou à comprendre. On a les bacchantes. Je pensais pas que le jeu pourrait autant sortir au niveau du sentimental, mais j'ai beaucoup de choses qui sortent forcément au niveau du désir, de l'amour. Bon, les bacchantes, c'est l'idée. Alors, c'est les femmes qui accompagnent justement le dieu de la fête et puis des plaisirs. Hein. Une leçon d'aller au bout, là. Au bout du monde, au bout d'un plaisir, au bout d'une idée dans ce sens-là, de ce qu'on désire, de ce qu'on souhaite faire, vivre. On a Chiron. Encore une fois, on nous parle d'un enseignement ici, d'une protection. On a Eros. On parle bien de l'amour. Bon, on veut nous parler d'amour. On nous enseigne. Notion d'enseigner un savoir caché, secret à propos de l'amour. Ben, l'amour n'est pas une notion d'enfermer. On a les cyclopes. Alors, on a juste un œil ici. Ah, ça peut être l'œil de la clairvoyance aussi. On a Dionysos et Héphaïstos. On a le plaisir et l'artisan, notion d'artisan du plaisir. On a un savoir caché, secret, entre celle qui veut retenir un homme ou l'autre ou quelqu'un et celle ou celui qui veut suivre juste le désir et l'accompagner. Bon, ok, on nous parle de ça. Alors, on va nous parler que d'amour en fait et de désir. Quoi d'autre? Ça tourne beaucoup autour de l'amour et de la sexualité et voilà, de tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Est-ce qu'on a encore un message? Alors, on a les trois grâces, encore une fois, qui peut nous parler de triangulaire. Ça peut nous parler aussi de festivités, de célébrations, de retrouvailles, comme le 3 de coupe. On a l'étau. Encore une fois, la mère avec les enfants ou le parent avec les enfants. Aimer des enfants, aimer de ses enfants ou qui aime ses enfants. On a Artémis. Artémis, au contraire, c'est la virginité. Artémis, elle a pas d'enfant, elle a même pas de mari, elle a même pas d'amant et elle s'en fout. Elle chasse. Ah, est-ce que c'est la chasse du guerrier, du chaser? Est-ce que c'est chasser un homme en fait pour avoir des enfants ou chasser la femme d'un homme qui a des enfants. Enfin bref. On a Apollon, le jeu de la beauté et des arts. On nous parle des... On a la grâce, on a la beauté, on a la musique, on a cet homme aussi. Cet homme qui est aimé pour sa beauté, sa sensibilité, son côté artistique, sensible. On a Dionysos. Deux dieux qui n'ont rien à voir. Apollon et Dionysos. Un pour la beauté, la sensibilité, l'art, le truc grec, même s'il y a l'homosexualité, mais cadré. Et Dionysos, c'est la décadence. Hein. C'est la fête, c'est la luxure, c'est... On a Héméra. On parle de jour et de clarté. Sur une situation comme ça. On a peut-être des femmes qui ont un choix à faire entre deux personnes. Alors, on va prendre celle-ci. On a Oedipe. Une notion de syndrome caché, psychologique, sur la question. Alors, quand on est avec un homme qui est doux, qui est calme, qui est beau... Est-ce que en fait on en veut un autre? Quand on veut une notion un peu de paradoxe dans tout ça. De paradoxe sur la notion de la parentalité et puis à côté de la fête, de la décadence.
Que ce soit chez des femmes ou chez des hommes. Hein. On a Pandore, la première femme humaine. C'est peut-être humain, hein. Notion de... Question d'humain. Notion de psychologie humaine ici. Ouvrir la boîte de Pandore aussi. Alors qu'on a des enfants, tomber dans la décadence, la luxure, le plaisir, ou alors qu'on en veut, qu'on respecte ses enfants, ses parents, bon. Dernière carte. Méduse. D'accord, il y a quelque chose de pétrifiant, d'effrayant. Pas de chasser quelque chose. Il y a une clarté pourtant, mais il y a quelque chose qui fait peur. On a Andromède. Coincé sur un rocher, coincé dans une situation un peu comme le pendule. Bon. Alors, le plaisir, la beauté, la grâce, le cadre, la clarté. On va faire un autre tirage. Est-ce que je vous fais choisir? Est-ce qu'on fait un tirage, par exemple, sur vous, sur l'autre, voir comment ça réagit? On va faire un petit tirage pour voir les personnes qui regardent cette vidéo. Si on avait un message à vous donner, à vous, pour la plupart d'entre vous. Un message sur votre situation, sur votre questionnement du moment. On a le dédale. Bon, déjà, on vous dit, il y a plein de cartes qui sont sorties, mais on vous dit, c'est un peu le dédale. C'est un peu le labyrinthe. Vous savez pas trop comment faire. On a Pénélope. Ah ouais, carrément. Vous attendez comme ça. Vous êtes peut-être une femme ou un homme et vous attendez, coincé dans votre dédale, hein, en faisant preuve d'ingéniosité, de pouvoir comment vous pouvez vous dépêtrer de ça, dépêtrer. Vous attendez l'homme, l'autre, la personne que vous aimez, comme ça. En éconduisant les autres prétendants, quoi. On a Zéphyr. Alors, devez-vous vous laisser porter par le vent, par la situation, par le destin, par quelqu'un, que va-t-il se passer? Y a-t-il le vent va-t-il tourner aussi? Hein, le vent, la situation, la roue va tourner. On a Aphrodite. Pourtant, on vous dit que vous êtes belle. Alors là, on s'adresse plutôt aux femmes, en tout cas aux polarités féminines qui me regardent, bon, peut-être aux féminins, aux hommes féminins. On vous dit, vous êtes vraiment dans le dédale, c'est compliqué, vous attendez la personne que vous aimez, vous attendez que le vent tourne, et pourtant on vous dit que vous êtes très beau, très belle, et que d'ailleurs vous pourriez avoir de nombreux prétendants. Tout comme Pénélope. Mais Pénélope, c'est l'archétype de la femme parfaite, idéale, l'épouse parfaite qui, malgré que son époux est parti 20 ans, elle reste fidèle, elle attend et elle envoie chier les autres prétendants. Alors, on a Aphrodite, et Aphrodite, elle n'est pas pareille. Aphrodite, c'est plutôt elle qui a plusieurs amants et qui charme. Voilà. On a l'Atlantide, on vous parle d'un nouveau monde. On vous dit qu'il va peut-être y avoir un nouveau monde, une nouvelle situation qui va se présenter. Il y a quelque chose un peu d'inédit comme ça. Vous attendez peut-être aussi que justement il y ait la venue d'un nouveau monde, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, j'en ai une qui veut sortir, la Ouranos. Alors, on a le Minotaure. Alors, déjà, on peut vous parler du signe du taureau. Vous êtes peut-être taureau, comme moi. Le Minotaure. Alors, le Minotaure qui est coincé dans le labyrinthe. On pourrait se dire que c'est vous qui êtes coincé dans le labyrinthe, mais peut-être que c'est votre hôte qui est coincé dans le labyrinthe. Avant de faire tourner le vent. Et votre situation est la sienne. Vous attendez peut-être un homme du signe du taureau. Ou alors, vous attendez que quelqu'un se libère de son labyrinthe aussi. On a les muses. Écoutez, en attendant, on vous dit amusez-vous. Ah, on vous dit amusez-vous. Alors, est-ce que vous devez vous amuser, mais comment? Est-ce qu'on s'amuse comme Aphrodite? Et donc pas comme Pénélope avec des amants, des autres personnes? Ou est-ce qu'on s'amuse? On a de l'art, on a de la création, de la musique, de la peinture. On a Circé. On vous dit que vous êtes une magicienne.
Une magicienne, un magicien. Vous avez les capacités d'agir et d'attirer à vous ce que vous voulez, comme le magicien. On vous dit que il y a cette notion d'offrir un charme, une potion. On vous dit que vous allez certainement charmer l'autre, la bonne personne. Vous allez charmer quelqu'un. On vous dit que vous avez des capacités. Vous êtes une enchanteresse. Vous pouvez enchanter d'ailleurs par votre créativité, par vos talents. Et on a Nyx, la nuit. Hein, on vous dit ça reste un peu obscur quand même. Hein. Est-ce que l'autre, là, le Minotaure, va se libérer de son labyrinthe ou pas? Grande question. Bon, c'est tout, quoi. On va faire un autre tirage. On va faire un tirage par rapport à votre autre, justement. Hein. Que ce soit un homme ou une femme. C'est la personne que j'appelle, en général, de polarité dite masculine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre autre? Dionysos, lui, pendant ce temps, il s'amuse. Hein. Il fait la fête, il boit, il sort, il couche. On a Leto, ou pas du tout. Il est avec ses enfants, il est avec ses parents. Alors, il est comment, votre autre? Est-ce que c'est plutôt un fêtard? Ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un de sage auprès de sa famille hein peut-être l'un et l'autre hein, aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des fois aussi, il a besoin de boire un grand verre de vin pour décompresser, parce que relou les enfants, les parents, les frères, les sœurs, les gens, je sais pas qui. Hein. On a l'hydre. Ah là, on vous dit que votre autre a plusieurs têtes. Il est un peu comme un serpent avec plusieurs têtes. On ne sait pas trop. Il y a plein de masques, de personnalités. Un peu comme un caméléon. Alors, on coupe une tête, il en repousse une. On coupe une tierce peut-être aussi. Il en repousse une. Alors, quoi d'autre? Les sirènes. Ah, votre autre a été peut-être charmé par votre chant des sirènes, par votre voix, par votre beauté. Et en même temps, il se dit, est-ce que c'est pas un enchantement fake, malsain, auquel je ne devrais pas succomber? On a Estia. Alors, du coup... alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est lui qui reste à la maison? Ça peut être vous, mais ça peut être lui, du coup, coincé avec notamment la famille, pour un rôle comme ça, parental et de loyauté. Mais ça peut être vous, et peut-être aussi qu'au départ, il s'est dit, peut-être vous l'avez charmé. C'était lors d'une fête, où et cette personne s'est dit, non, mais c'est juste une enchanteresse, un enchanteur, hein, qui me raconte n'importe quoi, voilà, mais là, je suis bourré, ou c'est juste de la séduction. Et en fait, peut-être cette personne a analysé et s'est dit qu'en fait, non, vous étiez une femme au foyer ou une mère aussi de famille ou quelqu'un qui est plutôt sage et loyal et doux et tendre. Donc peut-être que votre autre, finalement, a changé d'avis aussi. Mais il reste peut-être quand même toujours coincé dans sa vie. On a les Amazones. Votre autre vous voit comme quelqu'un qui se rebelle, qui s'est rebellé, qui a peut-être aussi plusieurs visages. Hein? Enchanteresse, au foyer, rebelle également. Votre autre a l'impression... Alors, est-ce que c'est vous, il essaie de vous couper la tête, hein, et puis vous renaissez toujours. Et vous vous rebellez. Et vous êtes indomptable. Ou alors, c'est lui-même qui essaie aussi de se rebeller contre d'autres personnes, d'autres tierces, d'autres situations. On a les muses. Je crois que vous avez charmé votre autre quand même, par votre voix, par votre beauté, par vos paroles, par vos dons, par vos capacités, par vos talents. Même si au départ c'était peut-être juste pour s'amuser ou dans un cadre festif. On a Aphrodite. Et en réalité, votre autre a décidé que c'était vous, la plus belle, le plus beau. La femme, l'élu de son cœur, la déesse, le dieu de l'amour, de la beauté, quoi. Finalement. Pas la personne avec qui il est, même s'il reste pour l'instant. On va prendre une dernière. J'avais Circé, c'était la même, donc je me permets de... Mais c'est peut-être les mêmes cartes qui doivent ressortir, hein, celle-ci. On a Ereb. Votre autre est en enfer. Hein. Votre autre ne sait pas comment en sortir. Que ce soit couper la tête de tierces ou que ce soit couper une de vos têtes. Il y a de la rébellion contre les tierces, il y a de la rébellion contre vous. Vous vous rebellez contre.
C'est l'enfer. Bon, on va faire un autre tirage. Ça marche bien. Finalement, ça répond plutôt pas mal. On va faire un autre tirage sur votre autre et puis on donnera un dernier message et on arrêtera là parce que ça va faire long. Hein. J'ai passé 1 heure à présenter le jeu, mais je pouvais pas faire autrement. C'était intéressant de vous raconter, quoi, aussi. Moi, je kiffe, quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter, mais je suis fan de mythologie, hein, à la base. Hein. Ah, c'est ma vie, hein. Moi, j'ai fait 1 an d'histoire de l'art parce que j'étais fan aussi de mythologie. Hein. Enfin, bref. Alors, c'est parti. Je suis fan, ultra fan, quoi. Égyptienne aussi, et j'avais envisagé de mettre de l'égyptien, du maya dedans, mais après, c'était trop le bordel. Donc déjà, il y a 85 cartes. Alors, c'est parti. Est-ce qu'on a un autre message pour votre hôte? Allez, dans quel état d'esprit il est actuellement? On a Artémis. Ah, on a quelqu'un qui est peut-être en mode, ça y est, il part à l'aventure. Il compte peut-être vous chasser cette fois. Lui qui est peut-être au départ un peu plus fuyant. C'est peut-être vous au départ, le chaser, le chasseur, la chasseresse, comme Artémis. Et là, peut-être il se dit, tiens, je vais peut-être prendre un petit arc, des flèches, et je vais aller la chasser, quoi. Le chasser. J'ai du mal à le battre parce que je viens de le prendre en main et au départ c'est toujours un peu difficile. On a le Minotaure. Alors, est-ce que votre autre est, encore une fois, taureau, vous êtes taureau, ou encore une fois, juste votre autre est coincé. Coincé dans son... Artémis, c'est signe du cancer. Tiens, je pourrais vous donner les signes si ça sort aussi. Artémis, c'est la lune, donc c'est le cancer. Minotaure, c'est le taureau. On a la chimère. Alors, est-ce que c'est dans le principe de se faire un peu des chimères, des utopies, des rêves, là? Votre autre rêve peut-être de pouvoir vous chasser en sortant de son dédale, là. De s'envoler avec vous. En même temps, il y a la notion de coïncider plusieurs choses dans la situation. Plusieurs personnes, plusieurs situations, plusieurs façons de voir les choses. On a les furies. Waouh! Alors, votre autre est en furie contre vous, c'est vous qui êtes en mode furie contre lui. Je crois que votre hôte n'a pas envie de chasser une furie. Votre hôte n'a pas envie de chasser quelqu'un qui lui crie dans les oreilles. Typique comme un homme, quoi. Si votre autre est un homme, classiquement, cette personne ne veut surtout pas que vous lui... Voilà, je crois pas qu'il y en a quelqu'un qui a envie de chasser. Mais peut-être que par contre, votre hôte, peut-être lui, a envie de vous chasser et commence à être énervé, de tourner en rond dans son labyrinthe. Ça, c'est pas impossible, par contre. On a Héphaïstos. Ouais, ben on a quelqu'un qui se met un petit peu au travail quand même. Hein. Au travail pour sortir de son dédale. Pas pressé non plus, hein, comme Minotaure. On a Hélios. Il y a une notion de bonheur, de clarté. Votre hôte a envie d'être heureux quand même. Au début, vous lui avez un peu cassé les oreilles, vous lui avez peut-être crié dessus, vous étiez énervé. Maintenant, c'est lui qui commence à s'énerver de sa situation et à vouloir créer un peu son bonheur et se dépatouiller, quoi. On a Eros, l'amour. Bon. Même si quand vous l'énerviez, vous lui criez dessus, vous lui faisiez des reproches, votre autre vous aimait toujours. C'est peut-être ça d'ailleurs que cette personne s'est dit, c'était l'amour. Mais là, il y a plus l'amour qui ressort vraiment, quoi. L'amour véritable, l'amour qui vous unit comme si vous étiez deux moitiés, quoi. On a Adonis. Votre autre a envie d'être votre amant, votre amante. Il y a une notion de vivre l'amour, le plaisir. Votre autre sait que vous l'avez choisi, hein. Que vous êtes peut-être Aphrodite, vous avez plein d'autres prétendants, prétendantes, mais vous êtes véritablement amoureux de lui et il est véritablement amoureux de vous. Et on a les muses. Bon, en attendant, il s'amuse quand même, il n'est pas pressé. Et il vous dit de vous amuser, mais pas, à mon avis, pas avec quelqu'un d'autre. Sinon, ça remettra en question le fait que vous êtes amoureux de lui. Bon, très bien. Donc on a quelqu'un qui se met un peu au travail quand même, hein, comme Héphaïstos. On va faire un ultime des messages et on va s'arrêter là. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Oui. Psyché, waouh. On a la déesse de l'âme et la compagne de Cupidon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'âme? Alors, déjà, on a Antigone qui nous parle d'une rebelle, l'âme rebelle. Et on a Circé, waouh, l'âme rebelle et magicienne. Alors, pas l'âme de je veux chanter pour ceux, hein. L'âme, quoi. Bon, l'âme rebelle et magicienne, l'âme rebelle pour créer ce qu'on veut aussi,
et attirer ce qu'on veut. On a l'Orion, on a Orion, le géant, le chasseur. Une âme de chasseur, pour chasser ce qu'on veut. On a aussi Orion qui est aveugle. Est-ce qu'on veut nous parler du fait que l'âme est aveugle, ne regarde pas peut-être l'apparence, mais regarde au-delà, hein, regarde dans le cœur. Alors, on a Eric Tonios. Alors, on nous parle un homme, mi-serpent. Une notion d'hybride ici. Alors, on nous parle d'un roi aussi, qui doit grandir, qui est encore petit. Il y a une notion de grandir, d'être grand, et pour l'instant d'être petit. Une notion d'hybride. On a Arès, qui nous parle de la guerre. Une notion de se battre. Se battre pour grandir, pour devenir un roi, pour devenir à sa hauteur. Notion d'user de capacités directes ou indirectes, comme Circé, pour atteindre son but aussi. On a Ouranos, qui nous parle des étoiles. D'accord. Alors, on nous parle de l'âme, du ciel. L'âme, grandir, aller jusqu'au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a Eos, on nous parle de l'aurore, on nous parle du désir, d'une clarté. Notion de rébellion, de grandir, d'une clarté sur une situation et du désir. Et on a les Pléiades, les étoiles qui nous parlent de protection. On nous dit, tant qu'on agit directement ou indirectement et qu'on se bat, peut-être pour grandir, pour atteindre les étoiles ou son objectif, on est protégé. En tout cas, ceux qui le font sont protégés. Même ceux qui le font peut-être d'une manière... Est-ce que c'est agressif ? Mais ici, agressif, je sens plutôt dans le sens de se dépasser, d'être téméraire, volontaire, pugnace, déterminé, quoi. Et on a la némésis. Alors, on nous parle quand même de la justice divine. On a la justice divine, on a le temps, on nous dit que tout sera remis à sa place en temps et en heure. Pourquoi on nous parle de la némésis ? Il y a une notion de karma, de juste karma, de rétribution, la roue tourne aussi. On a Éreb, les enfers, et on a Athéna. On dit que si vous avez l'impression d'être dans les enfers, que c'est sombre, que c'est terrible, la sagesse, c'est de comprendre qu'il y a une justice pour tous. Et que certainement la roue finit par tourner. Qu'il y a une notion de naître enfant d'une certaine manière et de se dépasser pour grandir et atteindre peut-être ses objectifs. Et il y a cette notion de rébellion de l'âme et d'user de capacité pour atteindre ce qu'on veut, quoi. Bon. Et de sagesse. C'est tout ? On arrête là ? On a Andromède. On vous dit que vous êtes peut-être coincé. Peut-être aussi parce que vous voulez absolument retenir quelqu'un qui n'est pas pour vous. Ou quelque chose qui n'est pas pour vous. On a Cassandre. Notion de prophète maudit. Peut-être que... Alors, est-ce que vous avez eu des prédictions que vous en donnez aussi ? Elles sont négatives ou... on a percé. Sont peut-être percé à jour aussi un secret. La Chronos. Notion de dévorer quand même la vie, de ne pas trop attendre que le temps passe. Le Minotaure, il y a encore cette idée d'être quand même coincé dans un labyrinthe, dans un dédale. On a Cerbère. Ok, la porte des enfers, gardien des enfers, le gardien de son propre enfer. Bon, on a les muses. On nous parle de s'amuser, on nous parle de beauté, on nous parle de créativité, pendant qu'on est coincé peut-être aussi. Et on a Hélios, le soleil. Il y aura le soleil, il y aura le bonheur. On a Oedipe, il y a une notion de régler aussi des problèmes
Est-ce que c'est des problèmes psychologiques? Aller à l'encontre aussi d'une mauvaise prophétie. On a la pitié. On vous parle de clairvoyance. On a Narcisse, l'idée de s'aimer soi-même. On a Hercule, d'être fort. Bon, ben je m'arrête là. Je m'arrête là. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Voilà, au moins vous aurez un petit peu plus de connaissances sur la mythologie grecque. Si mon jeu vous plaît, il est sur mon site. Dites-moi ce que vous avez pensé des tirages. Moi, je trouvais que ça parlait bien. Donc, j'utiliserai dans des tirages aussi, des tirages semaines, signes ou autres. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir.